Bonjour. Aujourd'hui, cette vidéo est destinée à mes compatriotes suisses sur un sujet très important parce qu'on risque de se faire avoir. Ce sujet, c'est l'accord entre la Suisse et Trump qui est en train d'être négocié. Vous connaissez l'histoire. Trump a imposé des droits de douane de 39% sur la Suisse. Et puis en ce moment, il y a des négociations pour faire baisser ces droits de douane, non pas au niveau où ils étaient avant, c'est-à-dire à pas grand-chose, mais à 15%, et en échange d'importantes concessions de la part de la Suisse. Et alors la façon dont ce sujet est présenté d'habitude, c'est que les entreprises de Suisse souffrent de ce droit de douane de 39%. Et puis, il faut faire tout ce qu'on peut pour l'alléger. Si on peut pas revenir à la situation initiale, au moins le réduire à 15%. Mais c'est un point de vue vraiment de très court terme, pour plusieurs raisons. Euh, Premièrement, ce droit de douane, il est non seulement il n'est pas conforme aux règles de l'Organisation mondiale du commerce, de l'OMC, mais il n'est pas conforme non plus à la Constitution américaine, parce que euh, c'est pas le président qui décide comme ça des droits de douane, ça doit être décidé par le Parlement. Donc on peut s'attendre à ce que la Cour suprême des États-Unis euh, invalide ces droits de douane. Donc on risque de se trouver dans une situation où la Suisse fait des concessions sur le long terme pour réduire un droit de douane qui sera vraisemblablement invalidé par la Cour suprême des États-Unis. Donc des droits, des concessions de long terme pour un gain de très court terme. Donc ça c'est une première raison pour laquelle c'est une vision de court terme. L'autre, une deuxième raison, c'est que il faut pas croire que Trump est un partenaire fiable. Si même si on signe cet accord, qu'on fait ces concessions, qu'on va à 15%, il peut du jour au lendemain avoir une lubie et voilà nous réaugmenter les droits de douane parce que on fait quelque chose qui lui a pas plu ou on n'a pas fait tout ce qu'il voulait. Donc donc là il faut pas croire que cet accord nous délivrerait de Trump. Ce qui nous délivrerait de Trump véritablement, c'est plutôt la Cour suprême qui va des États-Unis qui va invalider très vraisemblablement ces droits de douane. Et puis, une troisième raison pour laquelle c'est une réflexion vraiment de très court terme, euh, c'est parce que, voilà, on est dans une situation, d'abord il faut voir du point de vue géopolitique, on a un changement donc des rapports de force. Euh, les États-Unis qui, au sortir de la guerre, c'était la plus grande puissance. En fait, il y avait un duopole avec l'Union soviétique. Après, il y a eu le- la désintégration de l'Union soviétique et la domination des États-Unis. Et maintenant, on est en train de sortir de cette période de domination des États-Unis. D'une part parce que il y a d'autres pays qui montent, et je pense en particulier à la Chine. Et puis il y a aussi le fait que les États-Unis eux-mêmes ont de gros problèmes. Ils ont tendance, disons, au niveau de la cohésion nationale, ils ont tendance à se désintégrer. Il y a beaucoup de divisions au sein des États-Unis, de polarisation. Donc on va avoir un changement des rapports de force où il n'y a plus une domination unilatérale des États-Unis. Et, et donc la possibilité pour les autres pays qui seraient, disons, ni les États-Unis ni la Chine de tirer leur marron du feu
en jouant au fond ces deux superpuissances un peu l'une contre l'autre, en empêchant que l'une domine et impose sa volonté à toute la planète. Alors en ce moment, ça veut dire essayer d'éviter que Trump impose sa volonté à toute la planète, mais, mais le rapport de force va changer et un jour ou l'autre, ça deviendra pour éviter que la Chine impose sa volonté à toute la planète. Donc, dans ce monde multipolaire, on pourrait espérer que, voilà, que, ben, comme il n'y a personne, aucune grande puissance qui domine tout le monde, qu'il y ait un certain espace de liberté et que les pays arrivent à préserver leur liberté, leur souveraineté. Mais on ne va pas du tout dans cette direction et on le voit dans la façon dont les pays réagissent à l'action de Trump, qui a l'inconvénient, mais aussi le mérite, c'est d'être extrêmement grossière. C'est une action très grossière. Il met, il y va sans phare. Il met pas des gants. Il essaye pas de cacher son jeu. C'est extrêmement premier degré. C'est extrêmement transparent. C'est-à-dire qu'il va vers tous les pays en leur disant, voilà, je vous mets une taxe énorme, et puis après, on peut négocier, puis vous aurez une taxe un peu plus faible, mais quand même beaucoup plus grande que ce qu'il y a avant, et une taxe douanière donc. Et il le fait ça simultanément avec tous les pays. Et ce qu'on voit dans cette façon très crue et très transparente, c'est finalement la quasi-totalité des pays cèdent, disons. Bon, l'exception, c'est bien sûr la, la puissance montante, la Chine, qui elle n'a pas cédé. Et puis il y a d'autres pays qui, disons, qui cèdent moins, qui sont moins, je pense au Canada. Bon, le Canada se trouve dans une situation un peu spéciale parce que Trump on veut faire le 51e État, donc ils, euh, ils sentent cette volonté de vouloir les engloutir, et donc ils se disent qu'un jour ou l'autre il faudra de toute façon se fâcher avec Trump. Donc ça peut aussi bien être à propos de ces tarifs douaniers. Donc là, il y a une certaine résistance de la part du Canada. Il y a aussi une certaine résistance, par exemple, du côté de l'Inde. Certains pays qui ont une certaine résistance, mais disons de façon très générale, disons, c'est un asservissement, disons, des pays qui s'inclinent devant Trump. Euh, et ça, c'est extrêmement dommageable pour l'avenir parce que ça risque de donner le ton à cette nouvelle ère qui s'ouvre, qui est cette ère multipolaire. On voit que même si c'est fait sans subtilité, sans même aucun effort pour que les pays puissent garder la face, euh, de façon très grossière, eh bien, la plupart des pays s'inclinent. La Chine est certainement en train d'enregistrer cela. Et puis ensuite, les pays qui se sont inclinés, s'ils sont inclinés devant les États-Unis, pourquoi ils s'inclineraient pas devant la Chine, demain devant la Chine? Donc, vous voyez que la façon dont les pays réagissent face aux raquettes, parce que c'est bien de ça qu'il faut parler, c'est en raquette de Trump, euh, ça n'est pas seulement dommageable dans le court terme, mais ça va aussi ça va donner le ton à cette nouvelle ère et ça risque de la faire basculer d'une ère qui pourrait être, les pays pourraient relativement bien conserver leur souveraineté à une ère, en fait, qui aurait pu devenir ça, bah, qui deviendrait plutôt une ère où les pays se soumettent simplement soit au pays le plus dominant, comme les États-Unis actuellement, soit bah, il y aurait des blocs régionaux, un bloc où c'est les États-Unis qui dominent, un bloc où c'est la Chine qui domine, et puis ben, les pays se soumettent aux pays dominent le bloc où ils se trouvent. Et donc ça risque de donner ce ton-là, et c'est pour ça que ce serait très important d'avoir la bonne réponse face à Trump. Disons une réponse qui soit pas une réponse de soumission. Et, et ça, ce que ça veut dire, à mon avis, c'est qu'il faudrait que les pays refusent le chantage de Trump, euh, quitte à coopérer entre eux, c'est-à-dire, ben,
Si on refuse de négocier quand Trump met des tarifs douaniers très élevés, bah, ça veut dire qu'il y aura moins d'exportations vers les États-Unis. Bah, ça voudrait dire qu'il faudrait qu'on commerce davantage avec d'autres pays que les États-Unis. Donc, les pays, qui serait idéal, disons, c'est que les pays refusent de s'incliner devant les États-Unis et puissent coordonner entre eux pour se coordonner entre eux, peut-être même bilatéralement entre eux. Disons qu'on a eu plus d'échanges avec le Canada, plus d'échanges avec l'Inde, si je pense donc à la Suisse. Il y a déjà des échanges, évidemment. On pourrait voir si c'est possible d'accroître, de faciliter encore ces échanges, d'accroître ces échanges pour que simplement les échanges qui seront perdus envers les États-Unis, ben, ils puissent être faits ailleurs. Euh, voilà, donc ça c'est une première piste. Et puis une autre piste, c'est le multilatéralisme. Là, ça pourrait être, parce que je parlais tout à l'heure d'augmenter ces échanges, ça peut être par différents accords bilatéraux. Mais là, je parle maintenant aussi du multilatéralisme, c'est-à-dire l'importance de maintenir et de raviver, réanimer ces instances multilatérales. Peut-être qu'il faut aussi les réformer, mais disons, avant de les réformer, peut-être déjà simplement les réanimer. Et je pense par exemple à l'Organisation mondiale du commerce qu'il faudrait réanimer. Ce que fait Trump est complètement contraire aux règles de l'Organisation mondiale du commerce. Donc une chose qu'on pourrait faire, c'est déposer plainte à l'Organisation mondiale du commerce, à l'OMC. Euh, enfin, tous les pays qui ont été touchés par Trump pourraient déposer plainte à l'OMC. Le problème, c'est que en ce moment, l'OMC est mis hors jeu parce que l'organe qui règle les différends, eh bien, il fonctionne pas. Il fonctionne pas parce qu'il manque un juge et il manque un juge parce que les États-Unis refusent de le nommer. Alors les États-Unis, c'est pas Trump, là en fait, ça a commencé déjà avec Biden. Donc là, c'est vraiment les États-Unis, c'est pas juste Trump. Euh, mais voilà, et donc il faudrait régler ce problème. Disons, c'est pas possible qu'un pays mette hors service l'Organisation mondiale du commerce. Donc il faudrait soit modifier le fonctionnement de l'OMC pour que on puisse nommer ce juge et que donc on puisse remettre en marche cet organe d'appel et qu'on puisse donc à nouveau déposer des plaintes à l'OMC. Sinon, à la limite, il faut faire une autre organisation. On l'appellerait, je sais pas, le OMC bis. Faire une autre organisation où les États-Unis seraient pas. Et enfin, ils seraient pas tant qu'ils ne veulent pas en respecter les règles. Euh, mais qu'il y ait ce multilatéralisme qui puisse fonctionner. Et, euh, et là, je pense que la Suisse aurait un rôle important à jouer. Ben, d'une part, c'est le siège de l'Organisation mondiale du commerce qui est situé à Genève. Donc, en tant que siège de cette organisation, il a un rôle à jouer. D'autre part, en tant que pays neutre, ben, ça serait vraiment enfin, dans la tradition qui a tendance à être oubliée en Suisse, mais l'ancienne tradition suisse, ce serait conforme à cette ancienne tradition suisse de revitaliser, disons, ces organisations multilatérales. Euh, Et puis bon, la Suisse est un petit pays, donc si évidemment si la Chine essaye de faire quelque chose, de revitaliser ça, on soupçonnerait évidemment d'avoir des visées impérialistes. Mais la Suisse, bon, c'est un petit pays neutre, personne ne soupçonnerait d'avoir des visées impérialistes. Et puis bon, 39%, c'était un taux particulièrement élevé pour la Suisse que Trump a imposé, donc ça serait pas étonnant aussi que la réaction suisse soit particulièrement prononcée. Donc voilà différentes raisons pour que la Suisse intervienne. Donc je pense que la Suisse ne devrait pas signer d'accord avec Trump, pas signer, pas le ratifier. Et bon, je ne connais pas encore le détail de l'accord puisque en ce moment
qui a été convenu, c'est une déclaration d'intention. On n'a pas encore le détail de l'accord, donc je ne vais pas me prononcer de façon définitive sur cet accord en ce moment, mais disons ce qu'on voit déjà dans la déclaration d'intention, c'est très mauvais. Et puis tout, juste le procédé, disons, de Trump, là, on vous donne une baffe à 39%, et puis, ben, si vous êtes gentil et que vous faites des tas de concessions, on les mettra à 15%, ce qui est quand même déjà aussi très élevé, mais quand même moins élevé que 39%. Disons, c'est pas une façon d'interagir. Et si on cède à ce genre de choses, c'est un mauvais précédent. D'autre part, dans les concessions, on commence on les connaît pas dans tous leurs détails puisque l'accord n'est pas encore sur la table, mais d'après la déclaration d'intention, on voit qu'il faudrait suivre davantage les États-Unis, enfin coopérer davantage avec les États-Unis quand ils font des sanctions. Donc voilà qu'on se retrouverait un peu plus encore enfermé dans l'orbite des États-Unis. Il faudrait 200 milliards d'investissements aux États-Unis, donc c'est 200 milliards qui seraient pas faits ailleurs. Alors une partie aurait été faite peut-être de toute façon aux États-Unis, mais euh, les Américains sont pas assez crétins quand même pour dire OK, on leur dit on fait 200 milliards, puis c'est les 200 milliards qu'on aurait fait de toute façon, et croire que c'est quelque chose de neuf. Donc c'est dans ces 200 milliards, il y a certainement une partie qui aurait été faite de toute façon, mais il y a certainement aussi une grosse partie qui n'aurait pas été faite. Donc soit ça aurait été investi ailleurs, dans un autre pays, soit en Suisse. Et donc, et pas investi en Suisse, ça affaiblit la Suisse. Donc, signer cet accord, faire ces concessions, ça affaiblirait la Suisse et ça la rendrait encore plus vulnérable à d'autres chantages qui pourraient venir ensuite, si la Suisse serait encore moins forte pour résister après qu'avant. Donc, voilà, je ne me prononce pas de façon définitive sur cet accord. Peut-être que nos négociateurs sont absolument géniaux et qu'ils arrivent à faire un accord qui est vide de contenu et mais qui convient à Trump, mais ça m'étonnerait beaucoup. Donc, donc voilà, la suite, c'est que ben, il va y avoir cet accord qui va être négocié. Une fois qu'il est négocié, il va être soumis ben, au Parlement pour ratification. Euh, J'imagine que le Parlement va le ratifier. Et ensuite, la possibilité, ben, c'est de faire un référendum, parce que ça, c'est la spécificité suisse, c'est qu'on est une démocratie et le peuple a son mot à dire dans ce genre de choses, contrairement à la quasi-totalité des autres pays. Je dis quasi par prudence, c'est probablement la totalité des autres pays. Donc là aussi, c'est une raison supplémentaire pour laquelle la Suisse devrait, disons, réagir, c'est que ailleurs, partout ailleurs, ça va être les gouvernants qui prennent la décision de qu'est-ce qui concède à Trump, mais en Suisse, il y a la possibilité pour le peuple de dire non, non, on veut voter là-dessus et de dire non, en fait, à ces concessions, non à cet accord. Donc, voilà, il est très important qu'il y ait un référendum, euh, et je crains, je disais au début de cette vidéo qu'on va se faire avoir, les Suisses vont se faire avoir, et la raison, c'est parce que ben, on sait ce que pensent les Suisses. Il y a eu un sondage. Alors, le sondage n'est pas un référendum. Un sondage, il n'y a pas encore eu peut-être tous les débats, mais les choses ont été quand même beaucoup discutées dans les médias. C'est pas un sondage sur un sujet que personne ne connaît. C'est un sondage sur cet accord. Et donc, je pense qu'il a une certaine validité. Et je crois que le chiffre était à peu près 9% des Suisses qui étaient contre, très contre ou un peu contre, mais qui étaient contre cet accord. Donc une très large majorité. Donc c'est un référendum, il y a bien des chances que cet accord ne passe pas. Euh, mais mon problème, c'est que je crains qu'il n'y ait pas de référendum. Parce que pour qu'il y ait un référendum, il faut que quelqu'un lance le référendum et récolte 50 000 signatures valables. Alors qui c'est qui lancerait le référendum? Alors, la première idée qui vient à l'esprit, c'est l'UDC.
Parce que l'UDC est très à cheval pour défendre la souveraineté suisse. On le voit sur le dossier européen. Ils veulent pas d'un accord avec l'Union européenne, justement pour protéger la souveraineté suisse. Et on peut imaginer que, comme ils sont contre, comme ils veulent défendre la souveraineté suisse, ils soient contre cet accord. Et ce que dit le sondage, c'est qu'en fait, c'est 50-50, 50-50 chez l'UDC. Il y a 50% des gens qui sont pour l'accord et 50 qui sont contre l'accord. Et, alors ça peut être étonnant qu'il y ait 50% qui soient pour cet accord. Je suis pas rentré dans les détails des concessions, mais vous les voyez partout dans les médias. C'est quand même assez lourd. Euh, mais bon, la raison, je pense, c'est parce que celui qui a négocié, décroché cet accord, c'est Parmelin, le conseiller fédéral Parmelin, qui est un conseiller fédéral UDC. Donc, et après, l'UDC a sorti un communiqué de presse titré Bravo Parmelin. Voilà, ils étaient très contents que leur conseiller fédéral ait obtenu bah, c'était pas encore l'accord, mais c'était la déclaration d'intention par rapport à cet accord. Et avec une baisse à 15% qui devrait survenir bientôt. Euh, donc voilà, l'UDC, il va pas forcément lancer un référendum contre son conseiller fédéral. Je crois qu'il faut pas non plus surinterpréter cet enthousiasme bravo par Melun dit par l'UDC parce que je pense que c'est surtout ce qui leur a fait plaisir, plus que l'accord lui-même, c'est le fait que Parmelin ait réussi à obtenir des conditions similaires à ce qu'a obtenu l'Union européenne. Parce que, ben, vous vous souvenez de la situation antérieure, il y avait tous les pro-européens qui étaient en train de dire, ouais, la petite Suisse, l'Union européenne a justement donc un taux à 15%. Et la Suisse était à 39%. Ils disaient, oui, la petite Suisse, elle se fait taper dessus par les États-Unis, donc il faut absolument qu'on entre dans l'Union européenne. Bon, entrer, ça, le peuple, il veut vraiment pas, mais au moins qu'on signe des accords qui restreignent vraiment énormément la souveraineté suisse, mais on signe ces accords avec l'Union européenne pour être sous la protection de l'Union européenne. Donc, ils avaient instrumentalisé au fond l'attaque de Trump contre la Suisse pour nous lancer dans les bras de Bruxelles. Et puis, dans ces circonstances-là, je comprends bien que l'UDC soit très content que ben, le Conseil fédéral Parmelin ait réussi à avoir 15%, donc le même taux que l'Union européenne. Ça désamorce, ça coupe l'herbe sous les pieds de tous ces pro-européens qui instrumentalisaient l'attaque de Trump. Donc je comprends qu'ils soient très contents de ça et j'en déduis pas forcément qu'ils sont très contents de l'accord. Et surtout quand les termes de l'accord seront connus, je peux tout à fait m'imaginer que l'UDC soit pas vraiment très content de cet accord, mais je pense pas qu'ils lanceront le référendum contre leur conseiller fédéral. Et là, je me réfère un petit peu à ce qui s'est passé pour la loi sur l'électricité, qui était aussi soutenue par un conseiller fédéral UDC, donc Rushdie, et ils n'ont pas lancé. L'UDC n'a pas lancé le référendum, mais d'autres l'ont lancé et ont finalement réussi à récolter les 50 000 signatures. Et à ce moment-là, une fois que donc les signatures ont été récoltées et que donc le sujet a été soumis en votation, allait être soumis en votation. Alors là, l'UDC s'est prononcée et elle s'est permise à ce moment-là de se prononcer le, contre son conseiller fédéral, contre la loi sur l'électricité. Donc je pense que c'est un peu la même chose qui pourrait se produire là. C'est c'est que l'UDC, même si elle est contre cet accord sur l'Union européenne, ne lancera pas un référendum contre son conseiller fédéral Parmelin, mais si quelqu'un d'autre le lance et a réussi à récolter le nombre de signatures requises pour qu'il y ait une votation, alors peut-être bien, je peux tout à fait m'imaginer que l'UDC
soutiennent le référendum, donc soit contre cet accord au moment de la votation. Voilà, mais ils lancent, à mon avis, ils lanceront pas le référendum. Donc c'est pas eux qui lanceraient le référendum. Alors qui d'autre pourrait le lancer? Bah, toutes ces organisations euh, qui défendent la souveraineté suisse, elles sont généralement contrôlées par l'UDC. Donc si l'UDC lance pas le référendum, ces organisations-là, comme l'ASIN ou d'autres organisations, je pense qu'elles vont pas non plus lancer le référendum. Donc, qui pourrait lancer le référendum? Alors bon, vous regardez du côté de la gauche, là, il y a le Parti socialiste. Alors, le Parti socialiste a lancé une pétition, donc c'est pas un référendum, c'est une pétition, c'est-à-dire ça peut être jeté à la poubelle, euh, mais a lancé une pétition contre ces accords. Donc, on pourrait se dire, logiquement, ils sont contre. Une pétition, c'est bien joli, mais ça oblige à rien. Si le Parlement accepte l'accord, ben, ça serait logique que le Parti socialiste lance le référendum contre cet accord. Ce serait logique, mais je pense qu'ils le feront pas. Et je pense qu'ils le feront pas pour une raison simple, c'est que eux, la souveraineté de la Suisse, c'est pas vraiment leur souci. On le voit bien avec l'Union européenne. Alors il y a l'accord avec l'Union européenne, et là, je veux dire, il est encore pire que l'accord avec Trump. Parce que là, avec l'Union européenne, c'est une reprise automatique de l'évolution du droit européen. Donc, dans les domaines touchés par ces accords. C'est-à-dire que vous signez vraiment un chèque en blanc parce que vous signez, vous ratifiez l'accord avec l'Union européenne et puis ensuite, le droit européen peut évoluer et puis vous êtes obligé de reprendre cette évolution, quelle que soit la direction où elle va. Alors vous n'êtes pas obligé, on dira, on pourrait refuser, mais si la Suisse refuse, elle se met en faute. En fait, elle est censée reprendre. Le benchmark, c'est qu'elle est censée reprendre, et si elle reprend pas, elle se met en faute et elle s'expose à des sanctions dont on peut douter qu'elles soient proportionnées. Donc, en fait, ensuite, c'est un petit grémium qui va décider si elles sont proportionnées ou pas ces sanctions. Donc, c'est un petit comité et l'important, c'est que la Suisse, si elle suit pas l'évolution du droit européen dans ces domaines, se met en faute. Et ça, c'est vraiment une perte massive de souveraineté, bien plus grande qu'avec l'accord avec les États-Unis, parce que là, au moins, bah oui, c'est pas encore exactement clair, mais probablement qu'on serait obligé d'importer du poulet au chlore. Ok, bah, ça sera le poulet au chlore, mais si le droit américain évolue de façon que le poulet à l'arsenic serait autorisé aux États-Unis, eh ben, ça ne va pas nous obliger à suivre l'évolution du droit européen et à être obligé d'importer du poulet à l'arsenic. Donc, c'est ça. Donc, bah, le poulet au chlore, c'est peut-être pas bien, mais enfin, ça serait le poulet au chlore, ça serait pas le poulet à l'arsenic. On ne reprendrait pas l'évolution du droit américain. Apparemment, je veux dire, j'ai pas encore vu, on n'a pas encore vu le libellé, disons, le détail de l'accord, mais disons, d'après la déclaration d'intention, c'est un peu l'impression qu'on a. Donc, donc cet accord avec l'Union européenne attaque encore beaucoup plus la souveraineté suisse. Si les socialistes étaient préoccupés par la souveraineté suisse, ils entreraient pas en matière sur cet accord avec l'Union européenne. Donc le fait qu'ils soient des fervents défenseurs de cet accord avec l'Union européenne montre bien qu'ils ne se préoccupent pas de la souveraineté suisse. Et à ce moment-là, ils aiment pas Trump, mais ils veulent pas forcément défendre la souveraineté suisse face aux États-Unis. Disons, si leur souci n'est pas de défendre la souveraineté suisse, c'est d'aller vers l'Union européenne. Donc, dans ces conditions-là, vu que c'est ça leur souci, ce que je pense que les socialistes vont faire, c'est d'utiliser la menace d'un référendum contre l'accord avec Trump, d'utiliser la menace de ce référendum comme monnaie d'échange. C'est-à-dire de dire, nous, on pourrait lancer, nous, le Parti socialiste, on pourrait lancer
un référendum. Et si on lance un référendum, vous avez vu les sondages, 69% qui sont contre l'accord, donc ça on risque bien de gagner. Et cet accord ne passerait pas. Donc, on pourrait lancer ce référendum, et c'est ce qu'on va faire, à moins que nous vous fassiez des concessions qui nous rapprochent de l'Union européenne. Et là, il y a le Parti du Centre et puis le PLR qui vont se dire, ben oui, si c'est comme ça, on va faire des concessions pour se rapprocher de l'Union européenne. D'autant plus que le Parti du Centre et, et le Parti radical, libéral, ils sont pas franchement anti-Union européenne. Donc voilà, je pense que c'est comme ça que ça va se passer. Donc le Parti socialiste ne va finalement pas lancer le référendum. Ils ont lancé une pétition, ils lanceraient peut-être une deuxième ou une 36 pétitions, mais ils vont pas lancer le référendum. Ils vont utiliser ce référendum comme monnaie d'échange pour obtenir un rapprochement avec l'Union européenne. Et c'est la même chose pour le reste de la gauche, les Verts, tout ça, c'est le même tabac. Donc, euh, donc, il risque de y avoir un référendum. Enfin, d'avoir aucun parti ou grande organisation qui lance un référendum. Et dans ces conditions, on risque de se trouver dans cette situation où aucun parti ni grande organisation ne lance un référendum contre l'accord entre la Suisse et Trump, alors qu'en fait, une très large majorité des Suisses voteraient en faveur de ce référendum, voteraient contre l'accord. Mais ils pourront pas s'exprimer parce qu'il y aura personne qui lancera un référendum. Et pour éviter cette situation qui serait à la fois un désastre démocratique, qui serait vraiment très mauvais parce que cet accord serait ratifié contre la volonté du peuple suisse, mais il serait, en plus, il serait ratifié, c'est-à-dire qu'il faudrait faire les concessions qui sont dans l'accord. Et en plus, ben, ça donnerait le ton pour cette nouvelle ère multilatérale, donc le ton de, ça contribuerait à donner ce ton de la soumission aux plus puissants, alors que cette ère multilatérale pourrait être différente. Donc ce serait très mauvais. Donc le peuple risque bien de se faire avoir. Et pour éviter de se faire avoir, il faut ben, s'il n'y a pas de parti ni de grande organisation qui lance le référendum, il faut qu'il y en ait d'autres qui puissent se mettre en situation de lancer un référendum. Mais ben, ça serait des citoyens ordinaires ou des petites organisations. Et ça, je sais par expérience, parce que j'ai moi-même lancé un référendum. Je sais par expérience que c'est très difficile, sans l'appui d'un parti ou d'une grande organisation, de lancer un référendum. Donc à ce moment-là, il faudrait à minima commencer à réfléchir dès maintenant, pas attendre d'avoir le texte de l'accord, pas attendre que les partis et les grandes organisations aient dit publiquement s'ils allaient lancer ou pas un référendum. On peut pas attendre tout ça. Parce que si après on a 3 mois pour réunir 50 000 signatures valides, 50 000 signatures valides avec le déchet, c'est 60, peut-être même maintenant plus que 60 000 signatures à réunir, c'est vraiment difficile. Donc il faut déjà s'y préparer et donc très concrètement, il faut réunir une liste d'emails de personnes intéressées par une lutte contre cet accord. À ce stade, c'est clair, on ne connaît pas encore l'accord, on peut pas s'engager à lancer un référendum, peut-être c'est pas pertinent, mais il faut récolter déjà ces signatures pour le cas où. Et donc, ce que je fais, c'est que je vais vous mettre en description un lien où bah, ça s'adresse tout particulièrement aux citoyens suisses. Maintenant, si vous habitez en Suisse, ben, sans être citoyen suisse, vous pouvez pas signer un référendum, mais vous pouvez récolter des signatures pour un référendum. Donc, disons, votre adresse email sera aussi intéressante. Euh, donc, pour ceux qui sont en Suisse, je mets un lien pour que vous puissiez donner votre adresse email. Euh,
bah, pour être informé de ce qui se passe vis-à-vis de cet accord. Et puis, si le, si je lance un référendum, bah, je vous en informerai, mais même si je décide de pas lancer pour une raison ou une autre, soit parce que bah, les négociateurs ont réussi à faire un accord où il n'y a pas de contenu, ou bien parce que je pense que il n'y a pas eu assez de gens qui se sont inscrits pour que je pense qu'il y ait eu une chance de réunir les signatures, ou parce que je pense qu'il y a d'autres qui seront mieux placés que moi pour le faire, ou pour une raison quelconque. Si jamais je lance pas moi-même le référendum, je m'engage quand même à vous informer, à vous donner le lien sur ceux qui le lancent, si d'autres le lancent. Donc ça sera de toute façon, même si je lance pas le référendum, ce sera pas perdu. Si quelqu'un d'autre le lance, je vous informerai, je vous donnerai le lien sur où aller pour collaborer avec ceux qui le lancent. Contrairement, par exemple, aux signatures, aux gens qui signent la pétition du Parti socialiste, que j'ai signée, que je vous encourage à signer d'ailleurs. Mais contrairement à ceux qui ont signé cette pétition, ben, je pense pas je pense que le Parti socialiste ne lancera pas le référendum, et puis qu'il fera pas bénéficier ceux qui lanceront le référendum de cette longue liste. Maintenant, ils ont plus que 50 000 emails apparemment. Ne j'imagine, je crains qu'ils ne fassent pas bénéficier ceux qui lanceraient le référendum de cette initiative. Peut-être que je me trompe, j'espère que je me trompe, mais en tout cas, j'ai pas entendu dire qu'ils se soient engagés à ça. Moi, par contre, disons, si vous me donnez votre email, je m'engage. Peut-être pas à donner votre email, parce que votre email sera utilisé juste pour ce que j'ai dit, pour des raisons de protection des données, mais à vous informer, vous, pour que vous puissiez, à vous donner vraiment le lien pour que vous puissiez aller vers ceux qui lancent le référendum. Voilà. Donc ça, c'est ça. Donc je vous invite maintenant à aller directement au lien qui se trouve dans la description de cette vidéo pour inscrire votre email. Sans engagement de votre part, donc, mais simplement pour rester informé.